du ministre de la jeunesse culture et communication bu réewum Maroc région du Sénégal yépp dinañ ko teewee ñu war ci amal programme bu yaatu muy di ay théâtre musique danse expo visite de site historique ay lépp xeetu togg yu neex a neex léttu cosaan ak i colloque waxtaan yu am solo lépp ci biir Fatick lay xewee dale ko Gossas Foundiougne Sokone ba Fimela communauté lébu bu Dakar ñooy nekk ganu ren bi. Professeur Aliou Sow di ministre bi ñu dénk aada ak cosaan ak acteur culture yépp ñoo leen di woo ci 12e édition bu FESNAC Festival national des arts et de la culture du 8 au 12 janvier 2024 ca Fatick bu leen ko kenn nettali. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Diop de Dakar. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets. La crise à l'UCAD avec les campus qui restent fermés. Jusqu'à quand le seront-ils? L'année académique n'est-elle pas compromise? Quel impact sur les diplômes universitaires? Le cas des nouveaux bacheliers? Les 100 ans de la naissance de Cheikh Anta Diop? La recherche et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les l'année universitaire, elle est à l'arrêt à l'UCAD. Depuis 7 mois, les campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont fermés. Fermeture suite aux émeutes de juin 2023, des manifestants qui avaient saccagé ou incendié des installations, des véhicules et autres bâtiments à l'intérieur de l'UCAD. Bonjour Ahmadou Alimbaï. Bonjour. Vous êtes le recteur donc de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis 3 ans et demi. L'UCAD qui vient de célébrer le centenaire de la naissance de Cheikh Anta Diop, son parrain. Les enseignements, après cette commémoration, son centenaire, il aurait eu 100 ans le 29 décembre 2023. Oui, tout à fait, il aurait eu 100 ans, mais permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de clarifier un certain nombre de choses. Parce qu'il y a beaucoup d'informations souvent pas correctes, pour ne pas dire plus, qui circulent à longueur de journée concernant l'UCAD. Et je suis content que l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui pour clarifier un certain nombre de choses et éclaircir les zones d'ombre. Mais tout à fait, notre parrain aurait eu 100 ans et on l'a célébré pendant presque 3 mois. Et le point culminant de cette célébration a été l'inauguration du musée et le colloque qui s'est tenu à son honneur et qui a rassemblé beaucoup de sommités internationales dans le domaine de l'égyptologie. Ériger la maison de fonction de Cheikh Anta Diop où il a vécu après son retour définitif au Sénégal en 1960 jusqu'à son décès, sa mort, ériger cette maison en musée. Le modèle maison Nelson Mandela en Afrique du Sud, le musée de trop? Non, pas du tout. Je crois que si on a jugé nécessaire d'ériger un musée en l'honneur de Cheikh Anta Diop, c'est pour célébrer la personne, mais surtout ses idées. Tout le monde connaît sa contribution dans le domaine de l'égyptologie. Tout le monde connaît les controverses que cette contribution a suscité et lesquelles controverses continuent. Je crois que c'est quelque chose qui répond à une demande et c'était attendu. L'UCAD y travaille depuis un certain temps et nous sommes très heureux d'avoir pu concrétiser ce projet. Et ce n'est que le début parce qu'il va y avoir du contenu.
Et on va aussi ériger... J'allais vous demander si c'est une érection en musée qui va être plus de la symbolique qu'autre chose. Est-ce qu'il y aura des activités scientifiques autour, par exemple? Tout à fait. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, le débat concernant les idées de Cheikh Anta Diop n'est pas épuisé. Si vous avez suivi l'actualité dans le domaine de l'histoire, en particulier de l'archéologie, vous avez vu que les chercheurs britanniques ont officiellement déclaré que le premier Britannique a été découvert il y a 10 000 ans. Et c'était un noir, aux yeux bleus. Et ils l'ont appelé The Chedaman, en rapport à la ville où cette découverte a été faite. Et il ne se passe pas un jour sans que les idées de Cheikh Anta refassent surface. Il y a des gens qui infirment toujours, il y a des résultats de la recherche qui confirment. Donc je crois que c'est devenu un domaine de la science. Mais des théories contestées aussi. L'Afrique berceau de l'humanité, des scientifiques comme lui, à l'époque où il était encore vivant, et peut-être maintenant, jusqu'à maintenant, c'est contesté. Et ça montre que ces idées sont encore actuelles. Vous voyez, si ça fait encore toujours l'objet de débat, c'est des sujets qui sont actuels. Et je crois que il s'agit de mettre sur la table mais toutes ces idées. Il ne s'agit pas de se limiter à Cheikh Anta Diop, mais de faire vivre ses idées et son idéal. Et je disais tantôt qu'on va même aller au-delà, parce que tout le monde sait que le domaine de l'enseignement supérieur connaît des mutations extrêmement importantes, et la muséologie ne fait pas exception. Actuellement, la muséologie est devenue digitalisée. Vous pouvez visiter les musées de Gizeh en Égypte en restant ici. Avec un casque de réalité virtuelle, c'est comme si vous étiez dans une pyramide, avec plus de confort visuel. Parce que dans une pyramide, moi j'ai visité en 1992, ça fait un bail, mais c'est très sombre dedans. Maintenant, avec les nouvelles technologies, on permet de visiter comme si vous étiez dans la grotte, et vous voyez tout, vous lisez tout. Et ça, donc, c'est avec de la rente derrière, c'est pas mal. Pouvoir payer, visiter. Tout à fait. Dans tout projet, il y a le modèle économique. Et nous, on travaille bien sûr sur le modèle économique. Et ça procède d'une segmentation du marché. Parce que c'est comme lorsque vous entrez dans un avion, il y a un espace business, il y a un espace éco. Il y a de la place pour tout le monde. La même chose dans le domaine de la muséologie, il y a des gens qui peuvent ou qui veulent se déplacer et d'autres qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas se déplacer. Il faut leur donner de l'espace pour visiter les musées. Et donc, nous, on est aussi dans ces dynamiques d'innovation-là. Ah, c'est pas empêcher cette discrimination financière. On appelle ça segmentation de marché. C'est l'économiste qui parle. Tout à fait. Alors, il y en a qui pensent aussi que Cheikh Anta, il n'est pas assez célébré au Sénégal, que le Sénégal ne reconnaît pas assez la dimension de ce savant. dont le nom a fait le tour du monde. Vous savez, il y aura toujours des critiques. On est dans un domaine qui est l'université, et c'est un domaine qui connaît toujours un bouillonnement d'idées. Quoi que vous fassiez, les gens vont critiquer. Mais franchement, je crois quand même qu'on a bien célébré Cheikh Anta. Au Sénégal et en Afrique. On lui a donné le nom de l'Institut. On aurait pu se limiter à ça. On lui a donné aussi le nom de l'avenue Cheikh Anta Diop. Et ces portraits sont partout. Maintenant, concernant la commémoration... Ça s'arrête à ça, justement. Ah non, il y a aussi la commémoration. Vous avez parlé de la commémoration. On fait toujours des progrès. On innove toujours pour célébrer. Est-ce que vous savez que au niveau de l'IFAN, il y a des applications qui sont disponibles et qui permettent de traduire les différentes langues africaines par rapport aux langues occidentales. Il y a toujours des innovations qui se font et qui tendent à faire revivre Cheikh Anta et ses idées. Donc l'UCAD ne s'arrête pas, hein, mais l'UCAD est très ravi de travailler avec ses autres consoeurs en Afrique et en dehors de l'Afrique. Ça dépasse même le cadre universitaire. De façon générale, le pays et Cheikh Anta Diop, quand même. On peut toujours faire plus, à mon avis, mais à l'université, nous savons ce que notre parrain représente pour nous et on travaille toujours pour faire vivre ses idées et son idéal, surtout que ça contribue du rayonnement de l'UCAD. Parce que j'ai l'habitude de dire que notre réputation est liée à bien des égards à notre parrain et à ses écrits, à ses résultats. Donc, les blocages politiques, peut-être, quand il a décidé d'en faire à l'époque, Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal, Abdou Diouf, oui, il a quand même décidé de donner le nom de l'Université de Dakar à Cheikh Anta Diop après sa mort. Les autres
présidents qui sont arrivés après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que ces activités politiques lui ont porté préjudice au sujet des hommages qu'il aurait pu davantage recevoir du Sénégal, des Sénégalais? Je pense quand même qu'actuellement, Cheikh Anta fait converger tout le monde. Je crois que toutes les obédiences politiques au Sénégal se reconnaissent en lui. J'ai pas vu seulement quelqu'un de quelque bord qui se situe contester sa légitimité intellectuelle ou politique ou autre. Maintenant, encore une fois, il faut des idées que les hommes politiques vont concrétiser. Il faut que les idées continuent d'émerger pour que la flamme de Cheikh Anta continue de vivre. L'université Cheikh Anta Diop, comme dit en introduction de cette émission, qui est restée fermée depuis le mois de juin, 7 mois, et vous aviez décidé avec vos collaborateurs d'instaurer les enseignements en ligne et non en présentiel parce que les campus étaient fermés depuis. Est-ce que vous avez tenu compte des obstacles, des contraintes, les problèmes d'électricité à l'intérieur du pays et surtout de connexion Internet? Alors, permettez-moi d'abord de rectifier une idée que j'entends tout le temps circuler et qui n'est pas tout à fait fondée. Après les événements du 1er juin, l'UCAD a été fermé au maximum pour 2 semaines. Moins de 2 semaines. Le conseil académique s'est réuni pour décider de basculer en distanciel. Et en 2020, quand on est juste sorti de la Covid, l'UCAD avait fait un amphi de rentrée pour décréter que dorénavant, les enseignements en présentiel et les enseignements en distanciel s'équivalaient, étaient d'égale dignité. Et ça a continué comme ça. Les mêmes contraintes avaient été soulevées à l'époque. Oui, il y a eu des contraintes, mais permettez-moi juste de fixer d'abord ce niveau de l'UCAD et comme au niveau de toutes les universités du monde. Les enseignements en présentiel et les enseignements en distanciel sont d'égale dignité. Je vais vous donner 2 exemples. J'aurais pu multiplier les exemples à profusion. Il y a une université partenaire qui est au nord du Québec, qui s'appelle l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Le nom est un peu rébarbatif, mais il faut comprendre que dans le domaine des mines, c'est l'une des plus grandes universités, les plus expérimentées. Alors, dans le nord du Québec, la distance entre 2 facultés voisines, c'est à peu près 300 km. Donc, c'est une université qui fonctionne en mode hybride. Les cours se font en présentiel, mais même les réunions de faculté se font en distanciel. Exemple 1. Exemple 2. Une autre université partenaire. Alors là, professeur, c'est une comparaison qui a ses limites aussi parce que vous parlez de Québec, vous parlez de Canada. Je vais revenir à du Sénégal. Je vais revenir à ces limites. Mais permettez-moi juste de clarifier une zone d'ombre. Les gens qui pensent que l'enseignement à distance rime avec enseignement au rabais se trompent. C'est ça que je veux vous dire à travers ces 2 exemples que je vais vous donner. Une autre université partenaire qui est l'université de Pittsburgh qui est au sud-ouest des États-Unis. On est allé là-bas. Et là-bas, ils ont un hôpital qui s'appelle UPMC, University of Pittsburgh Medical Center, qui embauche 50 000 personnes, qui a un budget de 8 milliards de dollars, presque 70% du budget du Sénégal, et qui exporte ses services partout en Italie. Ils font des formations en médecine intégralement en distanciel. Vous avez compris? Et je peux multiplier les exemples à profusion. En Chine, aux États-Unis, en France, au Japon, partout. L'enseignement en distanciel est devenu quelque chose de banal. À chaque fois qu'il y a des obstacles ou qu'il y a, je veux dire même une opportunité qui est perçue par les enseignants ou les facultés, mais on fait des choses en distance. Par exemple, le CESTI a eu des programmes qu'il déploie depuis toujours et en distanciel et qui inscrit des Béninois, des Malgaches et ainsi de suite. Il faut que les gens apprennent à comprendre que dans le monde moderne, le distanciel et le présentiel sont 2 modalités de diffusion des savoirs qui sont d'égale dignité. Parfois même, il y a des innovations qui sont possibles qu'avec le distanciel. Ça, je voudrais quand même préciser ça. Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, est-ce qu'il y a des contraintes? Mais il y a des contraintes partout. Vous parlez des problèmes d'électricité, des problèmes de connexion. D'abord, concernant la connexion, les enquêtes qui ont été menées indiquent que 95% du territoire sénégalais est couvert. Ce qu'on appelle les zones blanches, les zones mortes. Oui, c'est moins de 5%. Et si vous regardez ce qui se passe au niveau des écoles élémentaires, mais il y a des enfants qui se déplacent pour faire 5 km pour aller à l'école et 5 km pour revenir.
Si vous êtes à un endroit où il n'y a pas de connexion, nous, notre modèle du distanciel est un modèle asynchrone. Qu'est-ce qui vous empêche de vous déplacer pour 2 km, télécharger vos fichiers, venir travailler? Il n'y a pas de souci avec ça. Surtout que nous avons quand même c'est laborieux tout ça. Mais bon, non, pas du tout. Alors, laissez-moi vous dire 2 mots, 2 exemples qui vous permettent de voir que c'est pas laborieux. Je vais citer 2 collègues qui ont écrit ce que je vais dire. Et ils nous entendent parce qu'on est à la radio. C'est le professeur Gallo Diop, un neurologue très bien connu, réputé, et le professeur Magaye Gueye, un neurologue mondialement connu. Alors, tous les 2 ont dit que dans leurs études de médecine, depuis la 4e année jusqu'à la fin, ils ne sont plus allés en amphi. Ils se contentaient des notes copiées sur leurs camarades. Et à la fac de médecine, sur une cohorte de 600 étudiants. Des cas isolés. Vous ne voyez, mais je vous dis, sur une cohorte de 600. De généralité. Sur une cohorte de 600 étudiants, vous ne voyez pas. Vous avez 100 000 étudiants à l'UQAD. Mais je vous explique. Sur une cohorte de 600 étudiants, vous n'allez pas avoir 15 étudiants ou 30 étudiants suivre les cours en présentiel. En conditions normales. Vous comprenez? Moi, j'ai été doyen de la FASEC. Ce sont vos stats? Ce sont nos stats officiels. Et le doyen de la fac de médecine m'entend. Et moi, j'étais doyen de la fac d'économie. Quand on faisait des groupes de TD, on faisait 50 étudiants par groupe. Il n'y avait pas 5 étudiants qui se réunissaient par groupe. Et les étudiants faisaient quoi? Ils copiaient sur les notes de leurs camarades. Maintenant, nous, on leur donne des enregistrements, on leur donne des documents, et c'est beaucoup plus fiable que les notes copiées sur... Argument un peu trop recherché quand même. Pas du tout. Encore une fois, ce que je vous dis, c'est des standards internationaux. Vous voyez? Ce que je vous dis, c'est des standards internationaux. Et si vous voulez, on peut faire toute l'émission, on passe l'émission à vous donner des exemples qui montrent que le cas de l'UQAD n'est pas un cas isolé. Et je vous rappelle, dernier exemple, qu'avec la Covid, il y a des universités qui sont restées fermées pendant 4 ans. Ils ont donné des diplômes. Fermées en présentiel, mais ouvertes en distanciel. Ils ont donné des diplômes qui restent valables. Nous, on est ouverts. Nous, UQAD en a été ouvert au mois de septembre. Après la Covid, on a été fermé de mars à septembre. Mais beaucoup d'universités en Amérique du Nord, en Europe, sont restées fermées pendant 3-4 ans. Et pendant ce temps, ils ont donné des diplômes qui sont tout à fait valables et reconnus. Maintenant, les motivations de votre décision, oui. La sécurité, oui. Pour certains, ou pour beaucoup, c'est parce que vous arrimez le calendrier universitaire à l'agenda politique du Sénégal, que vous avez fermé l'université parce que vous craignez des manifestations, de nouvelles manifestations sur les campus avec la présidentielle qui va arriver en février. Alors, est-ce que c'est pas plutôt l'agenda politique qui s'impose à nous? Avant les événements regrettables du 1er juin, il y a eu des manifestations. Mais lorsqu'il y avait même menace de manifestation, toutes les écoles privées fermées, non? Vous avez certainement votre enfant dans une école privée et publique. Les écoles fermées, est-ce que ces écoles-là avaient un agenda politique? Non. Vous savez, nous, on s'occupe des enfants du pays. Notre première responsabilité, c'est d'assurer la sécurité des enfants du pays. Et c'est ce qu'on fait. Et ce qu'on est en train de faire, c'est pas une vue de l'esprit. Tout le monde a vu qu'on a été attaqué, qu'on aurait pu avoir mort d'homme. Donc c'est tout à fait normal qu'on mette la sécurité au premier plan de nos actions. Et ce qu'on est en train de faire, et je crois que c'est comme ça qu'on fait dans toutes les universités du monde. Et là aussi, il y a des pays où, même quand la neige atteint 30 cm, on ferme les universités et les écoles. Nous, on a une menace réelle. Et donc, c'était tout à fait normal qu'on ferme les universités en présentiel. Surtout qu'on sait que, encore une fois, les enseignements en présentiel et en distanciel sont d'égale dignité. Je crois que les parents ne comprendraient pas qu'on mette la vie de leurs enfants en danger pour faire des enseignements en présentiel qu'on peut valablement faire en distanciel. Et je crois que les résultats qu'on a obtenus actuellement nous donnent raison. Parce qu'on a basculé en distanciel, malgré la crise qu'on a connue, on a eu des résultats meilleurs que ce qu'on avait en moyenne les autres années. Je vous donne quelques statistiques. L'UQAD contre 38 établissements. On espère qu'il n'y a pas de souplesse dans les évaluations. Mais je vous explique. L'UQAD compte 38 établissements, 6 facultés, 9 écoles et instituts qui ont rang de faculté et 23 instituts d'université, ce qui fait 38. Au moment où je vous parle du fait des mesures que nous avons prises, les 34 ont fini leur année. Il y en a même qui ont commencé l'année en cours, l'année 2023-2024. Ça ne se passait pas comme ça quand on évolue en présentiel. Et les bacheliers pourront commencer leurs enseignements dès le mois prochain. D'habitude, ils commençaient au mois d'avril ou de mai de l'année suivante. Et à la fac de médecine, ils ont fait leur examen. Vous savez quel pourcentage de réussite ils ont eu? 70%.
presque même taux que ce qu'ils avaient dans le passé. Vous voyez, je crois que les mesures qu'on a prises étaient des mesures à prendre et sont des mesures salutaires, et je voudrais féliciter les doyens et tous les collègues qui, malgré les difficultés, ont tenu bon, et ce qui a fait qu'on a préservé les vies, on a préservé les bâtiments et on n'a pas eu de retard sur le plan pédagogique. On va reparler des nouveaux bacheliers. Ça nous intéresse aussi. La faculté des lettres et des sciences humaines a annoncé une reprise des enseignements en présentiel, mais en dehors de l'UCAD, des cours éparpillés dans Dakar entre le CICES, l'Institut islamique, le lycée Maurice de la Fosse, entre autres. Est-ce que c'est cohérent, professeur Mbaye? Très cohérent, M. Fall. Très, très, très cohérent. D'abord, je dois expliquer que ce que la faculté a voulu faire et que la faculté veut faire, c'est les remédiations. Les remédiations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque les cours ont été donnés en distanciel, certains départements ont estimé que, avant de faire les évaluations, on devait prendre au moins 8 à 10 heures pour éclaircir les heures d'ombre qui pourraient exister au niveau de certains étudiants, ce qu'on appelle les remédiations. Tout le monde sait que un semestre universitaire, ça ne peut pas se faire sur 2 semaines. Un semestre universitaire, c'est 4 mois et demi. Donc, il ne s'agissait pas de cours, et là, vous me permettrez de clarifier ce point, il ne s'agit pas de cours, il s'agissait de remédiation. Alors, je vous ai dit tantôt que sur les 38 établissements, les 34 ont fini leur année. Il y a 4 établissements qui restent, et c'est les gros établissements. C'est les établissements aux gros effectifs. C'est la faculté des lettres et sciences humaines, la faculté des sciences et techniques, la faculté d'économie et de gestion, et la faculté de droit et sciences politiques. Donc nous sommes en train de les appuyer pour que ces facultés puissent finir leur programme. Il y a des gens qui veulent faire des remédiations avant de faire les évaluations. Il y a des gens qui veulent directement aller aux évaluations. Voilà ce qu'on est en train de faire. Le deuxième pan de votre question, c'est pourquoi faire les évaluations en dehors du campus principal de l'UCAD. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pour des raisons de sécurité. Depuis que nous avons été attaqués, nous avons mis en place une commission de sécurité au sein de l'UCAD. Et nous avons écrit au gouvernement pour qu'il nous renforce avec des experts de la sécurité. Donc nous travaillons avec la sécurité de l'État pour le monitoring de la sécurité au niveau du campus. Et on est en train de voir, à chaque jour, on fait des réunions pour décider est-ce qu'il est suffisamment sûr de ramener les étudiants sur le campus. Et puisque jusqu'à présent la réponse est non, on a décidé de s'abstenir d'amener tous les étudiants en même temps sur le campus, les 90 000 étudiants. Mais pour donner satisfaction aux départements qui veulent faire des remédiations et qui sont 4 encore une fois sur 38, on a décidé de le faire en dehors du campus principal de l'UCAD. Pour le SAES, la sécurité, elle est dans l'enceinte de l'UCAD. Et on décide de donner des cours dehors. Et c'est, selon le SAES, dehors que se trouve l'insécurité. Je vais pas polémiquer avec mes amis du SAES. Moi-même, je suis du SAES. Mais je pense que quand même, sur les questions de sécurité, il y a des segments de la République qui sont plus qualifiés et qui ont plus de légitimité pour parler de sécurité que le recteur ou le SAES. Babacar, je vais vous poser une question très simple. Qu'est-ce qui pousserait un gouvernement, un recteur, à fermer son université? Dis-moi, donnez-moi une seule bonne raison qui pourrait expliquer qu'un gouvernement ferme son université sans raison. Mais tous les présidents amènent leurs hôtes à leur université. Les recteurs, moi je reçois encore des collègues des autres universités. Si on ferme en présentiel, mais c'est pour de bonnes raisons. Il faut quand même que les gens réfléchissent un tout petit peu. Une seule raison qui expliquerait que un gouvernement ou un recteur ou un ministre pour fermer son université. Ça n'existe pas. Si on ferme, encore une fois, c'est pour de bonnes raisons. Nous, on a accès à des informations auxquelles les autres peut-être n'ont pas accès. Et nous, on prend des décisions en toute responsabilité. Et encore une fois, on est des universitaires. Que les gens nous critiquent, nous vous savez, l'universitaire, c'est la solitude. La solitude dans la vérité scientifique. Vous savez, Cheikh Anta Diop, il a été seul au début, quand il développait cette thèse. Maintenant, tout le monde se relie à lui. C'est ça l'université. Donc nous, on n'est pas des hommes politiques, on ne cherche pas forcément une adhésion populaire. Nous prenons des mesures par rapport à la sécurité de notre communauté, par rapport à l'efficacité de nos approches pédagogiques. Voilà, que les gens nous critiquent. Efficacité, dites-vous, donner des cours en dehors de l'université sans qu'on puisse se faire pour ces étudiants qui, pour beaucoup, viennent peut-être de localités assez éloignées de Dakar, qui n'ont pas forcément des parents, qui n'ont pas assez de ressources
pour pouvoir aller faire leur recours dans ces endroits que vous avez désignés comme ceux qui doivent recevoir les enseignements, les étudiants, les enseignants. Babacar, je vous dis que la faculté des lettres dont vous parlez a fait intégralement ses examens du premier semestre en une semaine. La FASEC a fait pareil. Donc, puisque les cours sont épuisés, les cours sont faits depuis septembre, tous les cours sont faits. Donc, pour les évaluations, ils ont besoin d'une semaine aussi pour le faire, je présume. Vous voyez? Donc, encore une fois, ce qu'on fait est éprouvé. On a des résultats. Parce que c'est aussi ça le management. Se fixer des objectifs, atteindre ces objectifs. On est en train d'atteindre nos objectifs et je crois que les gens qui connaissent du cadre et qui observent le cadre, pas sur la base du bruit du dehors, et savent ce que je dis. Et on est en train de faire de très bons résultats et je crois que les gens finiront par s'en rendre compte. Au début, on avait dit qu'il n'y avait pas de cours. Maintenant, on voit qu'il y a examen. Comment est-ce qu'on peut faire examen sans cours? Quel professeur ferait examen sans cours? Quels étudiants accepteraient de faire examen sans cours? Vous voyez? Je crois que la vérité va s'imposer d'elle-même. Et c'est comme ça que nous, on fonctionne à l'université. On est seul dans notre vérité et on est absolument sûr que la vérité va finir par éclater. Donc, je ne dirais pas perdre du temps parce que la communication, c'est aussi un aspect de la réduction des comptes. Mais on ne peut pas aussi être tout le temps sur les réseaux sociaux, être dans les médias. Si on le fait, on ne travaille plus. Et cette externalisation des enseignements par la faculté des lettres et des sciences humaines n'est pas non plus un exercice facile. Le CICES, par exemple, son directeur général qui dit que l'UCAD devra payer avant d'occuper ses salles pour tenir des cours. Finalement, cette délocalisation, elle semble compliquée aussi. Oui, ben, on n'a jamais dit que le management c'était prendre des décisions simples. Et les décisions les meilleures ne sont malheureusement pas souvent les décisions les plus simples. Et il y a des difficultés. Par exemple, vous avez évoqué le cas du CICES. Ben, on a sorti le CICES de notre liste d'institutions d'accueil de nos activités. Ah bon? Et on continue, mais je ne vois pas pourquoi vous mettez le focus sur la fac de lettres. Au moment où je vous parle, la faculté des sciences est en train de faire ses évaluations au niveau de l'ESP. Donc oui, nous on continue encore une fois, hein, et encore une fois. Le bruit du dehors, c'est le bruit du dehors. Nous, on met le focus sur le cadre et on se fixe des objectifs qu'on essaie d'atteindre. Et jusqu'à maintenant, Dieu merci, on est en train d'atteindre nos objectifs. Cette année, elle est une année académique à rebondissement. Est-ce que tout cela, même si vous estimez que les évaluations se poursuivent, une année quand même pas provoquée, elle est bizarre cette année académique, cette année universitaire, ça s'approche pas un peu d'une année blanche ou d'une année invalide? Mais sur les 38 établissements, les 34 ont fini l'année, on veut commencer la prochaine année. Parce qu'on parle des validations. Je vous ai dit que sur les facultés qui restent, un bon nombre de ces facultés ont déjà fini les examens du premier semestre. Il ne reste que les examens du second semestre pour qu'ils bouclent leur année. Pour que ces facultés bouclent leur année. Êtes-vous sûr qu'il y a de la qualité dans les enseignements, dans les évaluations? Mais encore une fois, je vous dis... La crédibilité des diplômes qui sont distribués. Je vous ai donné l'exemple de l'université de Pittsburgh. J'ai pris cette université parce que c'est une université avec laquelle on a des partenariats en cours. Je l'ai pu vous donner d'autres universités. Et je vous dis qu'ils forment des médecins parmi les plus réputés au monde. Ils sont 13e dans le classement des meilleures universités aux États-Unis. Donc, ils ne doivent pas être loin des 20 et premières au monde. Vous voyez bien, il faut des diplômes en médecine intégralement en distanciel. Pourquoi voulez-vous que le distanciel soit synonyme d'enseignement au rabais? Ça n'a aucun sens. Vous voyez, les gens qui sont là et qui ont leurs enfants. Parce que pour l'UCAD, le schéma par définition pour donner les enseignements, c'est en présentiel. Mais vous savez, encore une fois, Babacar, ce que les gens ignorent, c'est l'université, c'est l'internationalisation. Même avant la mondialisation, les universités étaient interconnectées, quelles que soient les relations politiques qui existent entre les pays. C'est que les innovations pédagogiques qui ont cours dans les autres pays viennent vers nous et inversement. Les universités sont interreliées. On a des programmes qu'on offre conjointement avec des universités. Vous voyez, les Africains ont tendance à penser qu'ils sont spécifiques. Moi, je veux bien, mais au moins dans le domaine de l'université, ce n'est pas vrai. Nous avons des universités qui fonctionnent très bien et je vous dis, notre université fait partie des universités les plus réputées au monde. Tous les réseaux d'universités au monde veulent nous avoir et en leur sein. Et on est très fiers de ça. Et donc, nous, il faut qu'on comprenne c'est quoi nos atouts et qu'on capitalise sur nos atouts, ce qu'on est en train de faire. Donc, une fois, c'est normal qu'il y ait des passions. Vous voyez, l'UCAD, c'est quand même 100 000 étudiants, 100 000 personnes, dont au moins 90% d'étudiants. Vous savez, même dans un pays, toutes les études montrent que si vous avez plus de 20% de jeunes, la probabilité d'avoir des turbulences politiques est énorme. Il y a énormément d'études qui montrent que
pour la Révolution française, la Révolution turque des années 70, la Révolution russe, la structure démographique a joué un rôle extrêmement important. Que voulez-vous, que pensez-vous? Faut-il dépolitiser les universités publiques, l'UCAD principalement? On ne peut pas dépolitiser les universités. Quand on a un milieu intellectuel, mais ce milieu est forcément politique. Mais à l'UCAD, encore une fois, nous avons des gens extrêmement responsables. Vous savez, le conseil académique qui prend des décisions au niveau de l'UCAD, c'est 50 personnes. Il y a des gens qui sont de toutes les obédiences politiques, de l'opposition du pouvoir. Mais quand on se réunit, nous n'avons en vue que les intérêts de l'UCAD. Et c'est pour cela que le conseil, quand il s'est réuni, quand il a écouté le rapport directeur, à 95%, ils ont décidé qu'il fallait continuer en distanciel. Parce que l'UCAD devait continuer en distanciel pour préserver ses membres, pour préserver ses biens, tout en assurant la qualité des enseignements qu'elle dispense. On va reparler des nouveaux bacheliers. Combien sont-ils? Combien vous allez en accueillir à l'UCAD pour la nouvelle année académique? Nous avons déjà accueilli 18 000. Et sur les 18 000, les 15 000 jusqu'à hier, parce que nous, on suit les statistiques, ça, c'est un autre avantage du numérique. En présentiel, le doyen doit aller dans les salles pour compter les étudiants qui sont là. En numérique, moi, je peux rester dans mon bureau et savoir qui est connecté. Pour quel cours, pour combien de temps. Donc, je peux vous dire que sur les 18 000 que nous avons reçus du ministère, d'habitude, on a reçu 30 000. Mais nous, on a fait un mémorandum aussi à notre tutelle, qui est le ministère, pour leur demander de diminuer le nombre d'étudiants à orienter à l'UCAD. Parce que nous comprenons aussi que la massification est aussi cause des turbulences que nous vivons. Donc, cette année, ils nous ont donné que 18 000. Et sur les 18 000, je vous dis que les 15 000 sont déjà inscrits. Je voudrais inviter les autres à le faire rapidement parce que nous comptons démarrer nos activités pédagogiques pour l'année. Pour les nouveaux bacheliers? Pour les nouveaux bacheliers, incessamment. Pour le mois de février, vous dites? Très rapidement. Vous savez, c'est des décisions. En présentiel On ne sait pas, je vous dis, pour nous, on ne se pose pas la question. Dès lors que nous considérons que les deux modalités sont d'égale dignité. Alors, notre modèle pédagogique est un modèle de présentiel. Et ça, nous l'assumons. Mais s'il y a des obstacles, si minimes soient-ils, nous basculons vers le présentiel. Et surtout, les obstacles dont on parle s'appellent sécurité. S'il y a 1% de risque que nos biens ou nos membres, les membres de notre communauté soient exposés, on ne prendra pas ce risque. Nous préférons faire les choses en distanciel parce que nous savons qu'on peut le faire avec un niveau de qualité similaire et un niveau de confort similaire. Ils vont être dépaysés, les nouveaux bacheliers, si pour démarrer, ils plongent dans le virtuel. Il faut demander à votre enfant, si vous avez des problèmes avec le numérique, c'est lui qui va vous aider à les résoudre. Vous savez, les enfants ont des casques virtuels qui leur permettent d'entrer sur le terrain de foot virtuellement et de jouer. Le virtuel structure le monde. Vous savez, moi, je suis un spécialiste de l'informel. Même dans l'informel, les gens utilisent le numérique. Est-ce que vous savez que la broderie maintenant se fait avec l'ordinateur? Vous savez ça? Vous savez qu'à Sandaga, vous pouvez envoyer de la monnaie partout au monde, en Chine, au Japon. Les gens qui font ça ne sont même pas alphabétisés parfois. Mais ils fonctionnent avec quoi? Avec WhatsApp, mais c'est quoi ça? C'est le numérique. Le numérique structure nos vies. Vous voyez? Et je crois que ce serait même dangereux pour les universités de vouloir s'éloigner du numérique. Parce que nous, on forme des gens qui vont vivre dans un environnement complètement dominé et guidé par le numérique. Et actuellement, les enfants, ils utilisent des robots, la robotique. Parfois pour corriger des exercices. Avec ChatGPT, vous pouvez faire une dissertation. Mais si l'enfant connaît plus le numérique, mais c'est le système qui est en danger. ChatGPT met tout le monde en danger aussi, concernant l'éducation, la formation, l'université. Quand c'est un logiciel qui donne des solutions à des problèmes. Mais raison de plus pour qu'on s'en approprie. C'est l'université qui doit être à la pointe du progrès, pas derrière. Donnez-nous une date pour la reprise totale en présentiel à l'UCAD. Je ne peux pas vous donner de date parce qu'encore une fois, tout dépendra de l'évaluation qui sera faite de la sécurité. Vous allez faire cette évaluation quand? On le fait de façon continue. L'évaluation, on l'a fait de façon continue. Et on a une commission qui est basée à l'UCAD et dans laquelle commission siègent les services de l'État en charge de la sécurité. Le professeur Ahmadou Alimbaye, recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'invité du grand jury de RFM. L'université, ce sont les enseignements, ce sont les recherches aussi. Vous êtes un acteur reconnu du développement de l'enseignement supérieur en Afrique. Quel est l'état de la recherche à l'UCAD et de façon générale dans les universités publiques sénégalaises? Je crois que la recherche se porte très bien. Et comme je vous l'ai dit, nous avons un indicateur, c'est les réseaux d'universités. Les réseaux d'universités qui reçoivent des universités de pointe.
Et l'UCAD reçoit tellement de demandes d'adhésion, et nous, on ne peut pas accepter toutes les demandes d'adhésion. Je vous donne juste un exemple. En Afrique, on est dans un réseau qui s'appelle ARWA. On est la seule université francophone. Ça veut dire, quand on dit francophone, c'est Afrique du Nord comprise, à être dans ce réseau. Il y a le réseau des universités du G7 qui donne des conseils au G7, et on est 6 universités africaines, et en fait partie, y compris les universités d'Afrique du Sud. Et ainsi de suite. Nous recevons des demandes d'adhésion, et nous regardons ces demandes d'adhésion et nous considérons les demandes pour lesquelles on doit donner un avis favorable. Et en dehors de cela, si vous regardez les découvertes qui se font dans le domaine de la science, dans le domaine de la technologie, vous voyez, l'UCAD est là. Si vous regardez les universités les plus réputées au monde qui se battent pour nous arracher nos professeurs, vous savez, le brain drain, c'est un gros souci pour l'UCAD. Mais c'est parce que nous avons des professeurs de qualité. Je crois que la recherche à l'UCAD se passe très bien. Alors, le défi que nous sommes en train de vouloir résoudre actuellement, et nous sommes en train de mettre en place les mécanismes pour y arriver, c'est une meilleure valorisation de la recherche. Parce que la société ne connaît pas ce que nous faisons. Donc, nous sommes en train de trouver des plateformes et nous espérons que des organes comme les vôtres vont nous aider pour réussir à cela, pour que tout ce que l'UCAD génère comme connaissance dans tous les domaines, l'économie, la gestion, la science politique, les sciences naturelles, ainsi de suite, et soit connu, et que ces découvertes-là puissent aussi influencer positivement les décisions au niveau du privé comme au niveau du public. L'arrimage entre la recherche et la vie des gens, nous pensons que ça peut être significativement amélioré. La langue. L'étiquette d'université francophone ne porte pas préjudice un peu à ces universités comme celle du Sénégal, parce que sur les différents classements, on voit que les universités anglophones donnent le pied à tout le monde. En Afrique, les universités sud-africaines, par exemple, toujours premières. Alors, je dirais que la langue pose moins de problèmes que les institutions. Je m'explique. Les enseignants, les professeurs considèrent le facteur d'impact comme le baromètre le plus important concernant les publications. Donc la plupart des professeurs, même dans les universités francophones, y compris en France, au Québec, publient en anglais. Donc la barrière linguistique peut être contournée. Les gens publient en anglais parce qu'ils savent que le lectorat se trouve en anglais. Le lectorat, c'est en anglais. Maintenant, le problème, c'est que les universités francophones sont organisées autrement que les universités anglophones. Et je crois que c'est à ce niveau-là que l'efficacité peut être différente. Je vous donne un exemple très simple. Si vous regardez ce qui se passe au Québec, qui est un excellent cas d'école, il y a des universités organisées comme nous, des universités françaises, c'est le réseau des universités UQ, et il y a des universités qui sont organisées comme les universités anglo-saxonnes, c'est le cas de l'université Laval, l'université de Montréal, l'université McGill, l'université Concordia. Mais vous savez, il y a une différence énorme au niveau des classements. Est-ce que vous savez que dans les universités américaines, il n'y a par exemple pas de syndicats? Il y a des associations de professeurs, et quand il y a divergence, il y a un médiateur qui vient, qui réconcilie les positions. Vous voyez? C'est des exemples comme ça que je donne. Les universités françaises ont besoin, à mon avis, de significatifs. C'est pas loin de ce qu'on voit ici à l'UCAD, vous avez un médiateur. Mais on a quand même, je voudrais pas, encore une fois, fâcher nos syndicalistes, mais ce que j'observe, c'est que dans toutes les universités organisées selon le même modèle que nous, y compris au Québec, les universités francophones, dans l'organisation, sont plus instables et beaucoup moins efficaces que les universités organisées selon d'autres modalités. Il faut des réformes, on en a beaucoup fait, et on n'a pas trouvé Oui, il faut des réformes, mais il faut savoir aussi que c'est extrêmement difficile de faire des réformes au niveau des universités, parce que c'est des milieux conservateurs. Vous voyez, le LMD, quand on implantait le LMD, c'était une nécessité. Vous savez, on avait une stratification de notre enseignement supérieur qui n'existait nulle part ailleurs. On partageait ça avec la France. Et à un moment donné, la France a laissé tomber cette stratification pour aller à la stratification européenne avec le système de Bologne. Mais pour implanter ça, c'était difficile. Vous voyez, les professeurs, pas seulement les nôtres, dans tous les pays du monde, sont assez conservateurs. Ne veulent pas quitter les zones de confort. Et je vous ai dit, les problèmes que nous avons actuellement avec le numérique, mais c'est les mêmes problèmes que les autres universités ont eu. Nous, on discute, comme je vous l'ai dit, l'université, c'est l'internationalisation. Les universités se retrouvent partout, se retrouvent tout le temps.
pour partager leur expérience dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la gouvernance. Et on partage les difficultés que nous vivons. Et là, on se rend compte que c'est des problèmes que les gens rencontrent partout dans toutes les universités du monde. Donc, c'est très difficile de réformer les universités en général. Mais voilà, je pense qu'il y a des réformes à entreprendre et aussi dans le domaine de la gouvernance. Les moyens, la logistique, quand on parle de recherche, est-ce que votre université, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, dispose d'assez de moyens qui encouragent, qui favorisent la recherche, qui facilitent la recherche? Oui, bon, écoutez, les moyens ne suffisent jamais dans une université, quelle que soit votre richesse. Vous voyez, je donne le cas de Harvard, qui a un endowment, un fonds de dotation de 50 milliards de dollars. C'est presque 30 000 milliards de francs CFA. Vous voyez? Mais la présidente a démissionné. Mais parce que les gens qui donnaient de l'argent, mais ont menacé de ne plus donner de l'argent. Vous voyez? Et donc ça prouve que Harvard était quelque part, malgré toute sa richesse, dépendante de ses donateurs. Donc la recherche, c'est quelque chose qui est très intensif en argent, en capitaux. Et oui, nous avons besoin de plus d'argent pour pouvoir maintenir notre classement au niveau où il est, ou voire le dépasser. Il faudra peut-être réagir vite avant d'être davantage dépassé. Le système LMD, on est passé dessus tout à l'heure, mais vous semblez dire qu'il faut réfléchir à réformer ça aussi, aller au-delà, faire autre chose. Non, je dis que ça a été une importante réforme. Vous savez, à l'UQAD, on avait à l'époque une direction de la réforme, pour vous dire en quoi la réforme c'est au sujet. Ce qu'on vit actuellement n'a absolument rien d'extraordinaire. L'UQAD a une très longue expérience des réformes et de gestion des situations délicates que les réformes connaissent. Parce que les gens font un amalgame. Dans ce que nous vivons actuellement, il y a aussi le problème de la résistance au numérique. Il ne faut pas non plus pas que les gens oublient cela. Mais comme je vous l'ai dit, l'UQAD a une très longue expérience de gestion des réformes. Donc le LMD, ça a été un progrès extrêmement important dans l'organisation de nos enseignements. Et maintenant, ça pose des défis. Mais la gestion, c'est toujours des défis qu'on cherche à relever. Et le LMD ne fait pas exception. Les installations et autres bâtiments qui ont été touchés lors des événements de juin à l'UQAD, la réfection de ce qui a été détruit, les chantiers sont finis pas du tout. Il y en a qui ne sont même pas entamés d'ailleurs. En cours, le chapiteau par exemple de la fac de droit est en cours. Le marché a été attribué à une entreprise par le ministère. Il faut comprendre que pour les constructions, c'est le ministère qui est compétent. Donc, mais nous, on est informés. Donc, on voit que le chantier est en cours. Mais vous savez, les constructions, là, c'est pas très rapide. Hein. Mais encore une fois, je crois que c'est dans le contexte que nous connaissons, qui est le contexte de l'UQAD, comme je vous l'ai dit, qui est caractérisé par un continuum de combinaisons possibles entre le présentiel et le distanciel. Je crois que les locaux ne posent pas tellement d'obstacles à une reprise. Je crois que pour nous, c'est plutôt la sécurité qui est cruciale. Et je crois que pour les parents d'étudiants et les étudiants eux-mêmes, c'est la sécurité qui est cruciale. Des travaux et pour les doyens aussi, vous savez, quand il y a eu les événements du 1er juin, tous les doyens sont allés répondre à la police. Hein. Ils n'avaient rien à voir avec ça, pour la plupart. Pour personne d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient même pas informés. Ces jours-là étaient déclarés campus vide. Ils étaient chez eux. Mais ils sont allés paroter à la police pour faire l'objet d'investigation. Mais imaginez ce qui s'est passé quand, en dépit des alertes que nous avons reçues en termes de sécurité, les gens prenaient la grave responsabilité d'ouvrir. Alors qu'on n'a pas tout à de compétences. Notre corps de métier, c'est pas la sécurité. Il faut que les gens nous demandent ce que nous pouvons faire. Les modèles de nos universités publiques, en juin dernier, justement quelques jours après ces événements-là, s'est tenue une réunion du Conseil des ministres où il a été adopté un projet de décret qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de l'UQAD surtout. Qu'est-ce que cela implique? Oui, mais vous savez, comme je vous l'ai dit, sur le plan institutionnel, il y a toujours des réformes à entreprendre pour rendre le système plus performant. Il y a la Banque mondiale qui appuie présentement le gouvernement ivoirien pour réformer son système d'enseignement supérieur. Et le projet nous avait invité à échanger avec les collègues ivoiriens. Et ce qu'on voit, c'est que c'est les mêmes problèmes. La prépondérance du social sur les pédagogiques. Mais sur toute l'Afrique francophone, les problèmes sont similaires. Les budgets des universités, parfois, moins pas 20% du budget de l'enseignement supérieur. Tout le reste, c'est le social, les bourses, le code. Et c'est les mêmes problèmes jusqu'au Congo. Vous voyez? Donc, il y a des besoins énormes de réformes. La syndicalisation des étudiants. Vous savez, le journal ivoirien Fraternité Matin a consacré un dossier sur ça. Il y a des étudiants qui refusent de sortir.
Et c'est normal que vous voyez des étudiants. Regardez les présidents, beaucoup de présidents amicaux. Ils sont pas loin de 30 ans, 35 ans, 40 ans. Vous trouvez que c'est normal que on soit encore étudiant à cet âge? Et ça, encore une fois, c'est des problèmes qu'on voit partout. En Côte d'Ivoire, au Burkina, au Congo. Vous voyez, à chaque fois qu'on discute dans le cadre du CAMES, parce que je suis le président du CCG du CAMES, c'est les problèmes que les ministres posent sur la table. Vous voyez, je crois qu'il y a un besoin de réforme générale au niveau de l'espace CAMES. Et je pense que l'autre problème, c'est le financement de l'enseignement supérieur. Mais dans l'espace CAMES, nous considérons que les familles ne doivent pas contribuer au financement de l'enseignement supérieur. Mais c'est une grosse erreur. C'est une très grosse erreur. L'enseignement supérieur doit être financé par le budget des familles et le budget de l'État. Les économistes ont des règles de décision très claires. Il y a ce qu'on appelle le taux de rendement de l'enseignement. Qu'est-ce que votre éducation vous rapporte? Mais vous gagnez votre vie de votre éducation, n'est-ce pas? Mais vous rendez aussi service à l'État du fait de votre éducation. La communication qu'on fait, c'est une mission de service public. Mais il y a des méthodes de décomposer quels sont les avantages que l'État retire de votre éducation et quels sont les avantages que vous-même et votre famille vous retirez de votre éducation. Et donc le financement de l'éducation doit refléter cette Cela cette signifie décomposition. une augmentation des frais d'inscription. Le débat a été agité il y a quelques années d'ailleurs, mais Ça sociologiquement, signifie un financement plus équitable de l'éducation. Vous savez, comme je vous l'ai dit, les Africains ont toujours tendance à penser que les problèmes auxquels on est confronté, c'est des problèmes spécifiques à l'Afrique. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas réinventer la roue. Il faut regarder comment est-ce que les choses se passent ailleurs. Ce que les économistes appellent le benchmarking. On ne regarde pas comment est-ce que les autres règlent le problème. On a parlé tout à l'heure de l'université de Harvard, mais eux, ils ont une règle de décision. Quand vos parents ont un revenu inférieur à $85 000 par an, vous ne payez pas de droits d'inscription. Vous voyez? Mais nous, ce qu'on fait, on rend l'enseignement gratuit pour tout le monde, y compris pour tous ceux qui pouvaient payer. Ce qui prive les universités de moyens subséquents pour vivre, mais qui n'est pas équitable, ça c'est un système régressif. Quand vous traitez le riche et le pauvre sur le même pied d'égalité, vous n'êtes plus progressif. C'est un système complètement régressif. Et ce qui se passe, et les études qui ont été faites au niveau de l'UCAD montrent que seuls le tiers des étudiants avaient besoin de la subvention implicite de l'État. Ça veut dire que les 2 tiers auraient pu payer, à partir des ressources de leur famille, leur éducation. Vous voyez? Avez-vous étudié la faisabilité? Si il était décidé, par exemple, de dire les frais d'inscription désormais à l'UCAD, c'est 100 000 francs CFA. Êtes-vous sûr que tous les étudiants, ils pourront s'inscrire? Ah non, c'est pas ça, c'est ce que je dis. C'est pas ça équitable. Fixer un montant forfaitaire que tout le monde paie, c'est pas équitable. Mais il faut trouver des mécanismes où les gens paient en fonction de la possibilité de payer. Quelqu'un qui gagne 10 millions de francs ne doit pas bénéficier par mois, ne doit pas bénéficier d'enseignement gratuit. Il y a des gens qui gagnent autant ou plus. Vous voyez? Mais quelqu'un qui n'a pas de ressources ne doit pas non plus être privé d'éducation. Donc c'est le problème du ciblage, vous voyez, qui se pose en matière de politique publique en général et qui se pose avec acuité dans le domaine de l'enseignement supérieur. Et ce modèle de gouvernance des universités publiques, conseil d'administration et conseil académique, le bon modèle, ça? Ah oui, je crois que c'est un progrès par rapport à ce qui existait. Parce que les conseils d'administration, c'est quoi? Ça nous permet d'avoir d'autres personnes dans nos instances de gouvernance. Par exemple, nous, notre président de conseil d'administration, que je salue au passage, c'est le directeur de la BHS, la Banque de l'Habitat du Sénégal. C'est pas un universitaire, il ne réfléchit pas comme un universitaire. Vous savez, un universitaire, il pense à ses publications. Souvent, c'est quelqu'un de déconnecté de beaucoup de choses dans la vie. Et ça, quand je le dis, c'est pas péjoratif. Hein. Est-ce que vous savez que dans tous les pays du monde, les moteurs de l'innovation, c'est les entreprises. Les universitaires, ils font des recherches pour avancer dans leur carrière. Les entreprises initient des recherches pour gagner de l'argent. Vous voyez? Donc vous allez même dans les pays développés, parfois vous voyez 95% des résultats des recherches qui tombent dans les tiroirs. Dans une entreprise, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Vous voyez? Donc le fait d'avoir des gens qui sont du secteur privé nous amène une autre perspective dans nos instances. Je crois que ça se passe très bien. Je crois que ça, c'était une réforme extrêmement importante. Et il faut maintenant continuer à faire des réformes parce qu'encore une fois, quand on n'avance pas, on recule parce que les autres avancent. Surtout dans le domaine de l'enseignement supérieur parce qu'on évolue vers une société de savoir. Et ça, c'est une progression qui est mondiale. Je crois que les pays compétissent sur la base d'abord de leurs universités. Et la partition des campus, campus social, d'une part, campus pédagogique de l'autre, il y en a qui pensent aussi que ce modèle-là mérite réflexion, il faut le changer.
unifier les campus. Exemple, que le COUD, le centre des œuvres universitaires de Dakar, qui s'occupe du campus social, soit rattaché au rectorat qui gère déjà le campus pédagogique. Oui, j'ai entendu ces discussions, j'ai bien suivi ça, y compris au sein de l'UCAD. Mais encore une fois, moi, je crois au principe de l'avantage comparatif. Les universités, la gestion de l'hospitalité, c'est pas leur cœur de métier. Vous voyez, l'hébergement, c'est comme l'hôtellerie, hein, c'est les restaurants, les chambres. Nous, on ne connaît pas ça. Hein. Vous voyez, je pense que on devrait même essayer de faire plus, déconnecter le social du pédagogique. Maintenant, nous, on fixe les critères pour l'attribution des chambres et pour l'attribution des bourses. Ça, on doit continuer à faire ça. Mais être dans la gestion au quotidien des restaurants, mais moi, en tant que recteur, je ne voudrais pas avoir à gérer ça. Nous, je crois qu'on est attendu ailleurs, sur les réformes pédagogiques, la recherche, les services aux communautés. Il y a énormément de choses à faire. Et l'hébergement, l'hospitalité, je crois que c'est une très bonne chose, mais c'est un ingrédient pour la réussite des étudiants. Mais dans l'espace francophone, comme j'ai l'habitude de le dire, ça a tendance à être un frein pour la performance de l'enseignement supérieur. Merci, professeur Ahmadou Ali Mbaye. Vous êtes le recteur donc, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, agrégé de sciences économiques. Vous avez dirigé d'ailleurs la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dont vous êtes le recteur depuis juillet 2020, je le rappelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à Abdou à la régie. Restez avec nous, les programmes continuent. Et les infos dans un instant.